les derniers propos, moi ça me fait fichement penser, c'est que l'OSS, c'est quoi le chapelier pour les fins de statut qui étaient les associations, les mutuelles à un moment donné. Alors c'est peut-être anachronique ce que je dis, ou un peu grossier, mais on a pris soin, et c'était même les questions dans les ateliers, en tout cas celui que j'ai pu animer ce matin, du retour, en tout cas de la mise en perspective de cette OSS dans l'environnement européen. Et ça, c'est très important. On a reparlé des entreprises d'intérêt général. La seule chose qui est reconnue au sens du traité de Lisbonne. Et le mot sur la subvention est très intéressant. Je peux beaucoup parler des mutuelles parce que je n'en parle toute la journée. Je préfère me concentrer sur votre secteur aujourd'hui. On ne sait jamais, des fois que la loi est très intéressante, on ne sait jamais. Mais non, mais pas plus. Je vais aller au bout du sujet, mais aujourd'hui, est-ce que les mutuelles ont un intérêt? On peut répondre à cette OSS, est-ce qu'elles ont un intérêt? Non, elles n'en ont pas. Moi, je réponds de ma fenêtre, union de mutuelles au niveau d'une région, je suis un régional de l'État, comme beaucoup d'entre nous. Moi, je rêverais d'arrêter d'être une mutuelle et de m'appeler ESUS, parce qu'au moins, je pourrais prétendre à des financements beaucoup plus intéressants qui me sont interdits aujourd'hui. Si je menais des activités comme on le fait de prévention, promotion de la santé auprès des populations, aujourd'hui c'est quelque chose qui ne m'est pas permis. La question de la subvention, c'est parfaitement éclairant. Ce que vous avez obtenu, enfin ce qui est obtenu pour les associations avec la sanctuarisation au moins d'une définition de la subvention, mais c'est le rêve de la FHF, la Fédération des hôpitaux de France, hospitalière de France, c'est-à-dire l'hôpital public. Pourquoi? Parce qu'en fin d'année, lorsque les agences régionales de santé redistribuent aux hôpitaux publics ce qu'on appelle le fonds d'intervention régionale, c'est-à-dire les mises en réserve début d'année, et grosso modo, vous avez une clinique privée à but lucratif, pourquoi pas, et un établissement public de l'autre côté, vous allez avoir rien pour le privé et lucratif, et tout pour le public. Ce qui s'appelle, on va dire, un abus en termes de concurrence au sens du droit européen. Et bien évidemment, nos amis de la Fédération hospitalière privée, la FHP, qui représente les cliniques, l'intérêt des cliniques, dit que c'est absolument inique ce qui se passe et que l'État français distribue à tort vers les hôpitaux publics, de manière anticoncurrentielle pour le marché, de l'argent public. Et là, on n'est pas sûr de effectivement, rien ne les protège aujourd'hui. D'ailleurs, la FHP a directement attaqué auprès de la Cour européenne de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, en disant que c'était un abus de concurrence. Et ça leur pend au nez, ça pend au nez de l'État français, absolument, avec toutes les amendes qui sont derrière. Ce qui, effectivement, comme le précisait François Soulage, aujourd'hui, au moins, cette loi ESS protège sur le mot de la subvention. Ensuite, par rapport à ce qu'expliquait Denis Malherbe, je suis plutôt à suivre le trend, la tendance. Vraisemblablement, on ira vers de plus en plus de commandes publiques et de moins en moins de subventions, quand bien même elle est un peu sanctuarisée, et on ira dans le sens des gros marchés, vous savez, plus de 100 millions d'euros pour les collectivités. Ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est le mode de partenariat. On l'a un peu effleuré dans les ateliers de ce matin, et c'est vrai que cette loi ESS, elle réinvente rien, les SIC étaient déjà existants. Peut-être elle active un petit peu, on l'a tutoyé, les PTCE, les pôles de territoriaux de coopération économique, parce que là on peut trouver une alternative à la disparition. Vous le savez, vous avez tous été confrontés à des disparitions, ce qu'on appellerait des fusions-absorptions ou des OPA hostiles dans le monde lucratif. Les associations ont été soumises à ces regroupements, à ces rapprochements, à ces mutualisations, pour employer des euphémismes. Et avec des crispations, c'est des sociétés de personnes, hein. Associations, mutuelles, COP sont des sociétés de personnes. C'est-à-dire que c'est des disparitions de projets, parfois, de projets humains, et c'est extrêmement dur à faire passer, même si les derniers articles que Denis listait tout à l'heure facilitent encore un peu plus la mutualisation de moyens, etc. Aujourd'hui, avec des systèmes un peu de PTCE, voire même de SIG dans certains cas, on peut conserver la réalité, le projet associatif, avec d'autres acteurs. Et pour être un acteur régional de l'économie sociale, c'est hyper stimulant de retrouver autour de la table, dans le cadre d'un PTCE, par exemple, il n'y en a pas beaucoup, une centaine, je crois, aujourd'hui en France, pas plus. Les fenêtres appel à projet se lancent, mais par exemple sur une centrale d'achat responsable, pour mettre justement sur les commandes publiques, répondre à des commandes publiques, aider les collectivités à répondre à leurs besoins,
de mettre autour de la table dans un même conseil d'administration, une même gouvernance, une mutuelle ou une fédération de mutuelles, des associations de l'insertion par activité économique, des COP, des coopératives, parce que c'est leur job sur certaines activités, blanchisserie, etc. Et tous ces braves gens-là ont une personne, une voix dans le projet. Et elles ne sont ni devenues des super associations fusionnées, ni des mutuelles vendues au fond des institutions de prévoyance ou des assurances privées à but lucratif. Elles ont gardé une spécificité parce que le dénominateur commun, peut-être ça qui est intéressant finalement dans ces questions européennes quand même, c'est le Länder, c'est la région. Et on est en train aujourd'hui, vous savez, de vivre les réformes territoriales aujourd'hui, on passe de 23 à 13 régions. On est en train peut-être par un effet de balancier, je ne sais pas si on appellera ça de la décentralisation, de la déconcentralisation, je ne sais pas quels sont les néologismes à la mode en ce moment, mais en tout cas pour les acteurs locaux, un petit peu plus d'opportunités et d'innovation. Sur les fonds, il y a des fonds qui ne fonctionnent pas si mal que ça, effectivement. Je pense au réseau France Active, par exemple. Je vous donne un exemple, vu de ma fenêtre. La mutualité française, Centre, Union régionale de mutuelles, est partie prenante dans un fonds de confiance pour l'amorçage, sur un fonds de confiance qui est mené par Centractif. Partie prenante. En numéraire, on met du cash et de la compétence parce que c'est important de monter des nouveaux projets. On n'a aucun retour là-dessus, c'est simplement un projet qui est stimulant parce qu'on est sur l'aune d'un territoire, avec un conseil régional qui est pas plénipotentiaire sur l'ESS aujourd'hui, mais en tout cas c'est l'articulation réelle avec la CRES dans un territoire, et on y trouve des nouvelles zones, parce que on a beau regarder, Denis parlait de la dette et de l'encastrement de la finance et de l'économie dans la dette, on a tous remarqué qu'on était un petit peu court au niveau trésorerie, les collectivités le sont encore plus, on tutoie 97% d'endettement, donc c'est assez historique aussi. Les collectivités sont complètement exsangues, on ne peut plus inventer de nouveaux impôts, donc on le renvoie vers des tiers secteurs. Vous avez compris, la généralisation de la complémentaire santé pour les plus de 65 ans, vous avez bien compris que ce n'était pas de l'universalité qu'on cherchait, c'était plutôt un renvoi vers un système de marché, qui est extrêmement dangereux à mon avis. Donc aujourd'hui, on a un peu l'esprit jugade, si je reprends les termes un peu à la mode, mais on n'a tellement plus rien à se mettre sous la dent qu'on est obligé de coopérer ensemble. Et peut-être certains outils, peut-être les SIC, peut-être les PTCE, peut-être les contrats locaux de santé, si on travaille sur les activités sanitaires, médico-sociales, peuvent être des endroits, des lieux, des instances dans les territoires où il fait bon innover. Alors moi, pour premier jet sur la loi ESS, je m'en serais passé parce qu'autour des CRES, voir arriver la Banque Postale et d'autres activités qui, sous la réserve d'une fondation, viennent faire ce qu'on appelait avant du greenwashing et un peu de social washing aujourd'hui, qui sur les villages de l'économie sociale en région, où avant vous aviez des militants associatifs, des AMAP, des mutuelles locales qui venaient animer pendant 2 jours ce qu'était le mois de l'ESS, et bien aujourd'hui avec un chèque de 10 KE en 30 minutes, ben vous achetez le calico et vous en faites pas plus tout au long de l'année de l'ESS. Ça, c'est des choses qui diluent un petit peu le militantisme, à mon avis. Je pense qu'on aura du mal à revenir en arrière. La loi fait un effet cliquet. Moi, c'est un peu dommage que chaque loi qu'on appelle, en tout cas là je reparle pour la mutualité, on ferait mieux de s'en passer, il vaudrait mieux des bons accords, des mauvais accords que des bonnes lois. Là, c'est une loi qui va encore flouer, peut-être le terme est bon, en tout cas rendre un peu plus floue la gouvernance et la répartition des acteurs. Mais je suis persuadé que ça peut réveiller sur certaines zones locales, certaines instances, un peu de militantisme et d'innovation.